Professeur de littérature classique à la Sorbonne. Pas professeur, maître de conférence. Maître de seulement. conférence. Oui. Et vous avez été un des piliers aussi de différentes universités, angevines et même d'autres lieux à Paris. Donc ce soir, et vous allez, après votre conférence, dialoguer avec le professeur Assaf et Magnard sur La Bruyère, moraliste chrétien. Alors je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de La Bruyère. Les caractères, ils s'inspirent essentiellement de Théophraste et de la littérature grecque. Dans l'aspect purement moraliste, on sent vibrer le chrétien, comme d'ailleurs, c'est un auteur moins connu, Nicole, et on pourrait faire des parallèles entre certains passages de La Bruyère et de Nicole. Je pense en avoir assez dit, et on va commencer par la lecture d'un texte fait par une comédienne de La Bruyère pour vous mettre en bouche. Allez-y. Alors, le premier extrait, c'est de la chair, donc lorsque le prêtre monte en chair, quelques caractères. Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette austérité évangélique qui en est l'âme ne s'y remarque plus. Elle est suppléée par les avantages de la mine, par les inflexions de la voix, par la régularité du geste, par le choix des mots et par les longues énumérations. On n'écoute plus sérieusement la parole sainte. C'est une sorte d'amusement entre mille autres. C'est un jeu où il y a de l'émulation et des parieurs. L'on fait assaut d'éloquence jusqu'au pied de l'autel, et en la présence des mystères. Celui qui écoute s'établit juge de celui qui prêche, pour condamner ou pour applaudir, et n'est plus converti par le discours qu'il favorise, pas plus que par celui auquel il est contraire. L'orateur plaît aux uns, déplaît aux autres, et convient avec tous en une chose, que comme il ne cherche point à les rendre meilleurs, il ne pense pas aussi à le devenir. C'est avoir de l'esprit que de plaire au peuple dans un sermon par un style fleuri, une morale enjouée, des figures réitérées, des traits brillants et de vives descriptions, mais ce n'est point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces ornements étrangers, indignes de servir à l'Évangile. Il prêche simplement, fortement, chrétiennement. L'orateur fait de si belles images de certains désordres, y fait entrer des circonstances si délicates, mais tant d'esprit et de tour et de raffinement dans celui qui pêche, que si je n'ai pas de pente à vouloir ressembler à ces portraits, j'ai besoin du moins que quelque apôtre, avec un style plus chrétien, me dégoûte des vices dont on m'avait fait une peinture si agréable. Devrait-il suffire d'avoir été grand et puissant dans le monde pour être louable ou non, loué, célébré à ses funérailles, et devant le Saint-Autel et dans la chair de la vérité? N'y a-t-il point d'autre grandeur que celle qui vient de l'autorité et de la naissance? Pourquoi n'est-il pas établi de faire publiquement le panégyrique d'un homme qui a excellé pendant sa vie dans la bonté, dans l'équité, dans la douceur, dans la fidélité, dans la piété? Ce qu'on appelle une oraison funèbre n'est aujourd'hui bien reçue du plus grand nombre des auditeurs qu'à mesure qu'elle s'éloigne davantage du discours chrétien, ou, si vous l'aimez mieux ainsi, qu'elle approche de plus près d'un éloge profane. Alors maintenant, je vais vous lire un extrait d'un autre chapitre, des biens de fortune. Un homme fort riche peut manger des entremets, faire peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d'un palais à la campagne et d'un autre à la ville, avoir un grand équipage, mettre un duc dans sa famille et faire de son fils un grand seigneur. Cela est juste et de son ressort. Mais il appartient peut-être à d'autres de vivre contents. Maintenant, le portrait d'Arthur.
Arthur cheminait, seul et à pied, vers le grand portique de l'église de Saint. Elle entendait de loin le sermon d'un carme ou d'un docteur, qu'elle ne voyait qu'obliquement, et dont elle perdait bien des paroles. Sa vertu était obscure, et sa dévotion connue comme sa personne. Son mari est entré dans le 8e denier. Quelle monstrueuse fortune en moins de 6 années! Elle n'arrive à l'église que dans un char. On lui porte une lourde queue, l'orateur s'interrompt pendant qu'elle se place, elle le voit de front, n'en perd pas une seule parole ni le moindre geste. Il y a une brigue entre les prêtres pour la confesser. Tous veulent l'absoudre et le curé l'emporte. Champagne, autre portrait. Champagne, au sortir d'un long dîner qui lui enfle l'estomac et dans les douces fumées d'un vin d'Avenay ou de Sillery, signe un ordre qu'on lui présente, qui ôterait le pain à toute une province si l'on y remédiait. Il est excusable. Oh, quel moyen de comprendre dans la première heure de la digestion qu'on puisse quelque part mourir de faim. Cet homme qui a fait fortune de plusieurs, cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui a fait la vôtre, n'a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa mort celle de sa femme et de ses enfants. Ils vivent cachés et malheureux. Quelque bien instruits que vous soyez de la misère de leurs conditions, vous ne pensez pas à l'adoucir. Vous ne pouvez pas, en effet. Vous tenez table, vous bâtissez. Mais vous conservez par reconnaissance le portrait de votre bienfaiteur, qui a passé à la vérité et du cabinet à l'antichambre. Quels égards! Il pouvait aller au garde-meuble. Il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur. Il manque à quelques-uns jusqu'aux aliments. Ils redoutent l'hiver. Ils appréhendent de vivre. L'on mange ailleurs des fruits précoces, l'on force la terre et les saisons pour fournir à sa délicatesse. De simples bourgeois seulement, à cause qu'ils étaient riches, ont eu l'audace d'avaler en un seul morceau la nourriture de 100 familles. Tienne qui voudra contre de si grandes extrémités. Je ne veux être, si je le puis, ni malheureux ni heureux. Je me jette et me réfugie dans la condition moyenne. Il y a des âmes sales, pétries de boue et d'ordures, éprises du gain et de l'intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire et de la vertu, capables d'une seule volupté, qui est celle d'acquérir ou de ne point perdre, curieuses et avides du denier 10. Uniquement occupées de leurs débiteurs, toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décrit des monnaies, enfoncées et comme abîmées dans les contrats, les titres et les parchemins. De tels gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hommes. Ils ont de l'argent. Et peut-être un dernier sur la mode. Iphis voit à l'église un soulier d'une nouvelle mode. Il regarde le sien et en rougit. Il ne se croit plus habillé. Il était venu à la messe pour s'y montrer et il se cache. Le voilà retenu par le pied dans sa chambre tout le reste du jour. Il a la main douce et il l'entretient avec une pâte de senteur. Il a le soin de rire pour montrer ses dents. Il fait la petite bouche. Et il n'y a guère de moment où il ne veuille sourire. Il regarde ses jambes, il se voit au miroir. L'on ne peut être plus content de personne qu'il l'est de lui-même. Il s'est acquis une voix claire et délicate. Et heureusement, il parle gras,
c'est-à-dire qu'il grasseille. Il prononce avec difficulté les R. Il a un mouvement de tête, et je ne sais quel adoucissement dans les yeux dont il n'oublie pas de s'embellir. Il a une démarche molle et le plus joli maintien qu'il est capable de se procurer. Il met du rouge, mais rarement. Il n'en fait pas l'habitude. Il est vrai aussi qu'il porte des chausses et un chapeau, et qu'il n'a ni boucle d'oreille, ni collier de perles. Aussi, ne l'ai-je pas mis dans le chapitre des femmes. Merci. La Bruyère. J'ai consulté une vieille édition 1916 faite par Gaston Quéroux. Sur la page de garde, il y a notre La Bruyère. En 1916, La Bruyère était plus familier aux écoliers, aux lycéens qu'il ne l'est sans doute aujourd'hui. Alors je vais d'abord passer en revue, que dire, sur le compte de La Bruyère, des erreurs, des approximations, des à peu près, qui risquent de fausser l'idée que nous devons nous faire de cet écrivain, qui n'est pas seulement un écrivain. Première approximation très discutable, La Bruyère est un écrivain de second ordre. Il est éclipsé, voire écrasé, par ses prédécesseurs, Montaigne, La Rochefoucauld, Pascal bien sûr, et parmi ses contemporains, le grand Bossuet, qui était son patron, le grand Fénelon, le père Malebranche. Au plan de la philosophie, les cartésiens seraient, dans leurs œuvres, plus profonds qu'il n'est. Il n'est donc qu'écrivain. Deuxième lieu commun qui fait que La Bruyère, à mon gré, est inconnu ou méconnu, travesti en tout cas, alors c'est un jugement qui traîne dans quantité de manuels de littérature, depuis que l'on fait l'histoire de la littérature. À cause des dates, 1645-1696, à cause des dates, La Bruyère est donc un écrivain du second XVIIe siècle, et l'on veut nous faire croire que c'est un écrivain qui annonce le XVIIIe siècle et qui par conséquent serait un écrivain de transition. La même sornette a été débitée sur le comte de Fontenelle, sur le comte de Fénelon et de quelques autres. Je trouve qu'il est très peu flatteur pour qui que ce soit d'être traité d'écrivain ou d'homme de transition. Si vous dites de moi que je fais la transition entre mon père et mes enfants, ce n'est pas très valorisant. Bon. Donc ce jugement, qui traîne absolument partout, me semble éminemment discutable. Il annonçait le XVIIIe siècle, alors par une certaine hardiesse de propos, par une attention prêtée aux phénomènes sociaux, par un accent quelquefois de revendication. Oui, mais de là à faire de lui un devancier de la pensée des Lumières, il suffit de lire son chapitre de politique, le chapitre central, c'est la doctrine, ni plus ni moins que de Bossuet, dans la politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte. Il était un admirateur sûrement sincère de Louis XIV. Son patron, qui lui fait sa carrière, c'est Bossuet. À la fin de sa vie, La Bruyère seconde Bossuet dans sa lutte contre le quiétisme. Ce sont ses dialogues sur le quiétisme laissés par lui inachevés. Il était du dernier bien avec la Compagnie de Jésus. Comme il a des accents rigoristes, le tout venant des lecteurs s'imagine qu'il était jansénisant. Quelle erreur! Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, d'être janséniste pour être rigoriste. J'ai trouvé, ceci est inédit, j'invoque le nom du père Jean Croiset. C'est un jésuite, ami du père Claude de la Colombière. C'est l'un des premiers diffuseurs de la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus au tout début du XVIIIe siècle. Il correspond avec la mère Marguerite-Marie Alacoque, le père Croiset. Il a beaucoup écrit. En beau français fleuri, c'était un jésuite. C'était un moraliste. Dans sa production,
non mystique, mais simplement moral. Il cite, sans guillemets, sans le nommer, il cite beaucoup d'auteurs, l'Écriture sainte, des pères de l'Église, et se faufilent dans tout cela des citations littérales de La Bruyère. Vous pensez bien qu'un père jésuite ne va pas citer La Bruyère si La Bruyère n'est pas un ami de la compagnie. Il menait une vie très pieuse. Ce que son livre unique lui rapportait, il en fit don à la fille de son libraire éditeur qui lui fit confiance afin qu'elle se constituât une dot. Il bénéficiait d'un héritage de la part d'un de ses oncles, mais cet héritage, très vite, il en fait profiter ses neveux. On a son inventaire après décès. Il est mort d'une crise d'apoplexie à Versailles, chez lui, rue des Réservoirs, un très modeste logement que les Condé lui accordaient. Il possédait une centaine de livres, une guitare, une canne avec un pommeau d'argent, un flacon de vermeil et un unique tableau, un portrait de son maître, Bossuet. Les livres, une centaine, quelques cartes de géographie, puisqu'il avait enseigné les géographies. Donc c'est un homme qui a vécu de manière très chrétienne, avec une grande sobriété. Il n'y a pas lieu du tout, parce qu'il a un accent âpre, qu'il est convaincu de ce qu'il dit, qu'il prête attention aux phénomènes sociaux. Il n'y a pas lieu du tout de faire de lui un précurseur de la pensée des Lumières. On a joué le même tour à Fénelon, ouvrez les aventures de Télémaque de Fénelon, ou les tables de Chaulnes. Fénelon est en effet critique envers la façon qu'avait Louis XIV d'exercer le pouvoir. Sa doctrine politique est probablement plus réactionnaire que celle de Bossuet. Des juristes, j'évoque là la thèse de Madame Galwedek-Génuis. Bon, c'est suite à toute une série de quiproquos que la pensée fénelonienne a été récupérée par messieurs les encyclopédistes, les Lumières, voire les révolutionnaires. Le style de La Bruyère, également, inspiré, la forme de son livre, inspiré des remarques que je ne ratifie pas et qui fomentent des à peu près sur son œuvre. Les caractères sont faits de morceaux décousus. C'est un livre d'aspect fragmentaire. Les historiens de la littérature nous disent qu'il y avait là une innovation, signe d'une crise de la littérature. L'on n'osait plus écrire de manière suivie. On doutait des grands édifices rhétoriques, métaphysiques, philosophiques, et que par conséquent, à penser en miettes devait correspondre à un livre en miettes, des fragments. Ce jugement qui a été professé par quantité, notamment feu Roland Barthes, très peu regretté de moi. Ce jugement me semble absurde. À l'époque d'Érasme, a un très grand succès les Adages d'Érasme, qui est un livre décousu, fait de citations juxtaposées. Avant La Bruyère, au milieu du siècle, paraît œuvre de Monseigneur Jean-Pierre Camus, successeur de saint François de Sales, évêque de Belley, romancier chrétien, théologien, controversiste. Monseigneur Camus fait paraître l'esprit de Monsieur de Genève, qui devient l'esprit du bienheureux François de Genève, l'esprit... Bon, c'est un immense succès de librairie. Ce sont des bons mots, des fragments de sermons, des confidences et des témoignages, mis dans un aimable désordre sur le compte du saint. C'est un livre décousu, fragmentaire, dispersé. Les maximes de La Rochefoucauld, Caisse et beaucoup de livres de moralistes. Les essais de Nicole, évoqués récemment, ces courts essais, ils paraissent 8-10 volumes. Vous avez là, n'est-ce pas, il en va de même avec les réflexions philosophiques de Lamotte Levaillé. On saute d'un sujet à l'autre en se dispensant des transitions. La Bruyère n'est pas l'inventeur. Dans la préface des caractères, il invoque comme devancier Pascal et La Rochefoucauld, mais aussi les livres sapientiaux de l'Ancien Testament. Il n'était pas le premier ni le seul à écrire de manière
de manière fragmentaire. J'ai beaucoup lu de poésie du XVIIe siècle. Les recueils de vers sont extraordinairement disparates. On commence par la poésie religieuse, ensuite la poésie officielle, la poésie encomiastique, les éloges, les compliments, les épitaphes, et ensuite vous avez dans le désordre poèmes anecdotiques, poèmes amoureux, poèmes gais, poèmes de dérision, etc. Satire. Bon, la variété, il y a longtemps, n'est-ce pas, au XVIIe siècle, qu'on la cultive. La Bruyère n'en était pas le propriétaire exclusif. On lui en veut aussi de n'avoir... On veut. Un certain nombre de ses contemporains déjà lui en voulaient de n'avoir écrit qu'un seul livre. Et de surcroît, ce livre est morcelé. Boileau se plaisait à le surnommer Maximilien, le fabricant de maximes. Boileau admirait l'œuvre de la Bruyère, mais se désolait qu'il se fût affranchi de la servitude des transitions d'un morceau à l'autre, car pour Boileau, c'était le fin mot de l'art. Boileau est un peu exigeant, parce que je lis ses satires avec intérêt et plaisir, et une des règles de la satire est d'être un pot pourri un peu décousu. Et l'on passe très aimablement chez Boileau d'un sujet à l'autre. Mais il y a des transitions en forme. Chez la Bruyère, non. Aujourd'hui, ces remarques sont numérotées. Dans les éditions du XVIIe siècle, il y avait simplement un blanc typographique d'une remarque à l'autre, avec en début de remarque un signe typographique, le pied de mouche, signifiant qu'il y avait là une addition ou pas. Et la Bruyère prévient ses lecteurs qui achètent les éditions successives qu'ils peuvent, s'ils le veulent, ne lire que le nouveau dans l'ouvrage. Aujourd'hui, nous numérotons les caractères et nous indiquons, entre parenthèses, l'édition, et si faire se peut, la date. En effet, ce livre est unique, mais durant toute sa vie, et il y travaillait encore quand il est frappé d'apoplexie, la Bruyère préparait une 9e édition. Durant toute sa vie d'écrivain, il a voulu donner du fini à ce livre, le compléter. Il a modifié l'ordonnance des remarques. Il en a retiré peu. Il en a ajouté beaucoup. Il a modifié son style, toujours avec un sens remarquable de la perfection. Alors cette sorte-là de conscience littéraire et de travail a valu à la Bruyère, au XIXe siècle, une réputation que je trouve un peu fâcheuse, d'être un artiste, un styliste, quelqu'un qui, 100 fois sur le métier, remettait son ouvrage, son unique ouvrage, qui l'eût indéfiniment peaufiné. Alors vous avez chez les frères Goncourt, chez Flaubert, des cris d'admiration pour cette façon-là de concevoir la littérature. La critique universitaire est obsédée par la forme, et elle est bien aise d'avoir avec la Bruyère un écrivain, excusez-moi, formaliste. C'est du beau style. Naguère, on vantait le beau style de la Bruyère, et récemment, on vante ce travail de restructuration. Vous auriez une forme attachante, estimable, mais pas grande signification. Et en tout cas, pas de profondeur. Autre légende sur la Bruyère. Comme il se vante, dans son texte et dans les préfaces, d'avoir des yeux et de savoir en user pour épier ses contemporains et observer son temps. Vous imaginez bien que dès le XVIIIe siècle, où le fin du fin pour la littérature, ce n'est pas de donner à réfléchir ni d'enrichir moralement, c'est de refléter la réalité. Nous sommes à l'aube, bourgeoisie oblige, du réalisme. Il faut être véridique, il faut être réaliste, il faut peindre la réalité, comme si c'était cela la fin de l'art. Un art mimétique, d'imitation. Dès la fin du XVIIIe siècle, on félicite la Bruyère d'avoir su jeter sur son temps un regard exact, critique, sévère, perspicace, etc. Au XIXe siècle, où le fin du fin c'est le réalisme, puis le naturalisme, cette sorte de compliment se multiplie. D'où la méconnaissance de la part d'invention chez la Bruyère, d'une part, et d'autre part la méconnaissance de sa culture. S'il écrit ce qu'il écrit
lui qui était partisan des anciens et ennemi acharné des modernes, c'est qu'il peut répéter, mais comme sien, redire comme sien, car pour lui les choses sont toujours actuelles, redire comme sien ce que ses devanciers ont dit. Ses devanciers, Pascal, La Rochefoucauld, Montaigne, Erasme, tous les anciens de l'Antiquité latine, le grec Théophraste, dont il traduit les caractères. D'où, aujourd'hui encore dans les éditions, des commentaires de type historique, où vous avez du La Bruyère en bas en note des documents historiques. Comme si, n'est-ce pas, il n'avait prêté attention qu'aux vierges, aux vivaces et aux belles aujourd'hui. Exemple de l'homme. Le texte est célébrissime. Et les commentateurs vous disent, il a vu sous Louis XIV la misère du peuple, et son bon cœur a saigné. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne noire, livides et tout brûlés de soleil, attachés à la terre, qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet, ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières, où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer, de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. Vous imaginez les commentaires des âmes bien pensantes d'aujourd'hui. Bien. S'agit-il de spectacles dont La Bruyère eût été le témoin? Non. Il a un peu voyagé, il est allé à Rouen, il faisait le trajet Chantilly-Paris, il eût pu voir des paysans faméliques. Mais il ne les a pas vus. On le sait depuis 1903, où un critique perspicace, qui n'est jamais cité dans aucune édition, Alfred Dessilleul, dans Réforme sociale 1903, a repéré que ceci est la reproduction quasi littérale d'un tract de charité diffusé par Saint Vincent de Paul en 1653. À l'époque, La Bruyère avait 7 ans. Donc il dépeint ce qu'il n'a pas vu. Il dépeint ce qu'il a lu dans une bibliothèque, ou ce dont on lui a parlé. Monsieur Vincent faisait des appels à la charité, et pour émouvoir la charité, peignait de cette façon-là, en effet bouleversante, la misère du peuple. Il en va de même de quantité d'endroits prétendument historiques de notre La Bruyère. Dès son époque, la malignité publique a voulu faire croire que tel ou tel de ces personnages portraiturés avait un original. D'où nos éditions avec du Saint-Simon en bas. Mais La Bruyère est un homme de culture. Tel portrait est actualisé. On est au XVIIe siècle. Mais la structure du texte, tel ou tel détail, ça vient de Sénèque. Ça vient de Martial. Ça vient de Juvénal. Bon. Donc vous avez affaire à un lettré jusqu'au bout des doigts, qui a su, par son génie d'écrivain, donner l'illusion à ses lecteurs qu'il évoquait la réalité. Il a agi comme peut le faire un romancier, mais pas un romancier réaliste, encore moins un romancier naturaliste. Les exemples sont là d'erreurs commises par les modernes, les exemples sont là surabondants. Enfin, question que l'on se pose et qui a faussé le débat sur La Bruyère, comment lire les caractères? Le livre est d'aspect décousu, fragmentaire. Peut-on le lire, comme vous venez de le faire, en puisant au hasard? Maintenant, il y a des index, vous pouvez suivre. Bon. De même, la question s'était posée en 1664-65, 20-30 ans auparavant, pour La Rochefoucauld. La Rochefoucauld lui-même, dans la première édition qu'il a contrôlée, a fait figurer un index. Donc, vous allez chercher amour-propre, et vous suivez ce thème à la piste dans l'ensemble du recueil. Et vous opérez une lecture sélective. Bon. Mais les contemporains de La Rochefoucauld ont lu le livre d'affilée, les Maximes.
On peut avoir la même hésitation avec les pensées de Pascal, à ceci près que les pensées sont un livre inachevé. Les maximes de La Rochefoucauld sont un livre achevé, bien achevé, revu et corrigé par lui. Le livre de La Bruyère l'est. Il proteste dans plusieurs textes qu'il y a dans ce livre du suivi, que le livre permet une élévation, que l'on commence par des réflexions. Alors, les modernes s'imaginent qu'il a jeté là le meilleur de lui-même. Les modernes s'imaginent que La Bruyère est homme de lettres jusqu'au bout des ongles, comme eux. Mais La Bruyère n'est pas Paul Valéry, ni Roland Barthes. Bon. Donc on commence par quelques remarques de critique littéraire. Ensuite, l'on s'occupe du mérite personnel, la valeur du moi, du cœur, et il est homme, des réactions du cœur vis-à-vis des femmes. On se jette dans la société, en général, la bourgeoisie, on monte, on termine par le monarque. Et après, l'on fait de la philosophie. C'est le chapitre de l'homme, des jugements, etc. Et l'on termine par le chapitre sur l'éloquence chrétienne, et à la fin sur les esprits forts, c'est-à-dire le libertinisme, l'impiété contemporaine qu'il déplore. La Bruyère affirme, n'est-ce pas, qu'il faut lire son livre en ce sens-là, du début jusqu'à la fin, et qu'il permet une élévation. Je l'ai lu dans tous les sens, vous l'imaginez. Il y a longtemps que je me suis jeté dans La Bruyère. Il faut se jeter dans les livres. Bon, j'y reviens incessamment. Et peut-être avant de mourir, écrirai-je un peu sur mon cher La Bruyère. Ce sera mon La Bruyère, pas notre La Bruyère. Je l'ai lu d'affilée. Je suis très sensible à ce mouvement ascensionnel. À l'intérieur d'un chapitre, il y a non pas tout à fait un plan, mais des séries de remarques. Et le contexte importe fort. Si vous butinez, comme dans une anthologie, vous risquez de commettre des erreurs, assez et quelquefois grossières. Dans le chapitre de l'homme, vous avez le portrait, alors croit-on, c'est ce que disent les gens qui ne lisent pas les livres in extenso, et dans l'ordre. Vous avez le portrait de quelqu'un, Gnaton, c'est l'homme à la mâchoire, à l'épaisse mâchoire. On croit qu'il s'agit d'un riche courtisan de Versailles ou d'un gros bourgeois, égoïste suffisant et répugnant de grossièreté, comme il en existe dans les hautes sphères. Gnaton ne vit que pour soi. Et tous les hommes ensemble sont, à son égard, comme s'ils n'étaient point. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de deux autres. Il oublie que le repas est pour lui, pour toute la compagnie. Il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service. Il ne s'attache à aucun des mets qu'il n'est achevé d'essayer de tous. Il voudrait pouvoir les savourer tous, tout à la fois. Il ne se sert à table que de ses mains. Il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu'il faut que les conviés, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables d'ôter l'appétit aux plus affamés. Le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe. S'il enlève un ragoût de dessus le plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe, on le suit à la trace. Il mange haut et avec grand bruit. Il roule les yeux en mangeant. La table est pour lui un râtelier. Il écure ses dents et il continue de manger. Il se fait, quelque part où il se trouve, une manière d'établissement, bon, etc. Alors, l'on se dit que ce personnage puissant est d'une grossièreté, l'égoïsme, là, ou c'est un parvenu grossier qui ne s'est pas civilisé avec l'argent, ou bien c'est quelqu'un qui s'imagine que l'argent lui permet d'être grossier. C'est un type éternel. Quelle erreur! On est dans une séquence tout entière consacrée à la vieillesse. Ce personnage, comme il n'y paraît pas, est un vieillard qui mange, persuadé que s'il est le seul à manger, les autres crèveront et pas lui. Et qu'à force de manger, il va prolonger sa vie. Il suffit, n'est-ce pas, d'aller dans un asile de vieillards, voir comment certains vieillards, hommes et femmes, hélas, mangent, avec cette voracité absurde. Bon,
nous entrons, n'est-ce pas, dans une série de remarques consacrées à la vieillesse. Donc, psychologiquement, si l'on ne tient pas compte du contexte, l'on commet cette erreur. Alors, j'ai parlé des La Bruyère que je récuse. Quel serait, selon moi, le véritable La Bruyère? Un écrivain d'une admirable profondeur. D'abord, le livre est personnel. Sainte-Beuve s'est trompé, mais Sainte-Beuve savait moins de choses que nous n'en savons. Il y a eu beaucoup de découvertes. Sainte-Beuve dit très joliment que le livre reflète son époque, c'est vrai, que tout le rayon du siècle est tombé juste sur chaque page du livre et que le visage de l'homme qu'il tenait ouvert à la main s'est dérobé. Le moi est haïssable, un chrétien se doit d'avoir de la pudeur, c'est vrai, on se méfie de tout ce qui ressemblerait à de l'exhibition, c'est non moins vrai. Il demeure que La Bruyère a révélé, exprès, il a eu le temps de mûrir son livre, de le polir, a révélé à dessein des aspects de sa personnalité qui sont tout à fait attachants. Alors vous me direz, les Maximes de La Rochefoucauld, le livre est incisif, avec une espèce d'arrogance de grand seigneur qui décide de tout, qui tranche. Il est d'un pessimisme accablant. Les distinctions entre les grandes âmes et ceux qui n'ont pas de grandes âmes sont très nettes. C'est le livre d'un duc et père. Bon, il y a dans les pensées de Pascal des endroits évidemment personnels. Notamment, je pense aux effusions de charité de Pascal. Je songe à son irritation aussi, de voir que le lecteur chemine plus lentement que lui. Lui va vite, car il avait de l'esprit. Chez La Bruyère, vous avez des développements sur le philosophe ou la philosophie. Ils sont présents dans le chapitre du mérite personnel. Il devait, sans se flatter, estimer qu'il faisait du peu d'argent dont il disposait, du peu de liberté que lui laissait sa charge de précepteur du petit-fils du Grand Condé à Chantilly. Il devait penser que de cela, il faisait le meilleur usage qui soit. Se cultiver, lire, relire, écrire, dans le respect du lecteur, à qui on ne va pas offrir n'importe quoi, dans le respect de soi, on ne va pas exhiber des aspects indiscrets de soi. La vie sentimentale de La Bruyère. Nous savons qu'il vécut célibataire. Il dit du bien du célibat consacré à la culture, à la lecture, à la culture. Il eut une affaire sentimentale très probable. Bossuet le plaça, avant qu'il ne fût chez les Condé, comme précepteur dans la famille de Saucourt, ou Soyecourt, S-O-Y-E-C-O-U-R-T. Ce sont les ancêtres de la bienheureuse carmélite de Saucourt qui, à 2 pas d'ici, à l'Institut catholique, fonda, après la Révolution, le Carmel. C'était le grand veneur de France, M. de Saucourt, que Molière a portraituré à la demande de Louis XIV dans Les Fâcheux, où c'est le passionné de chasse. Il avait 2 fils, dont La Bruyère s'occupa un peu, courageux, qui meurent très jeunes tous 2 à la bataille de Fleurus. Mais il avait une fille, une mademoiselle de Saucourt, qui se mariera, et il semble bien que La Bruyère, précepteur, ait éprouvé un impossible amour. Les conditions étaient trop dissemblables, pour qu'il puisse penser à quoi que ce soit. On n'est pas encore à l'époque de la nouvelle Héloïse, où le précepteur déshonore la jeune fille. Ce qui nous vaut des remarques émouvantes sur l'amour, c'est dans le chapitre sur le cœur, où il y a quelques frémissements personnels qui passent. Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles, et l'harmonie la plus douce est le son de voix de celle que l'on aime. C'est presque une confidence. Pas de celui qu'on aime, de celle que l'on aime. L'on peut être touché de certaines beautés si parfaites et d'un mérite si éclatant que l'on se borne
à les voir et à leur parler. Ce sont toutes les satisfactions amoureuses qu'il dut avoir. Et il conclut ce chapitre du cœur par une remarque. Attendez, que je trouve. Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers plaisirs et de si tendres engagements que l'on nous défend, qu'il est naturel de désirer du moins qu'ils fussent permis. De si grands charmes ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y renoncer par vertu. On en est réduit à rêver d'un impossible amour, on sait qu'il est impossible, et on y renonce par vertu. Ce n'est pas sans grandeur, ni sans profondeur. Le précepteur qu'il fut, son élève, petit-fils du grand Condé, était ingrat, comme le sont tous les élèves de ce milieu, je pense, et il a des remarques sur les enfants émouvantes, il a remarqué que les enfants, je vous donne cela, qui est décourageant pour tous les professeurs, mais qui est bien vu, et c'est une expérience personnelle dont il nous fait part. Oui, les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, menteurs, dissimulés. Ils rient et pleurent facilement. Ils ont des joies immodérées, des afflictions amères sur de très petits sujets. Ils ne veulent point souffrir de mal et aiment à en faire. Ils sont déjà des hommes. Le petit-fils du grand Condé était d'une humeur terrifiante. Alors la Bruyère, avec des pères jésuites, le formait. Il lui enseignait l'histoire, l'héraldique, la géographie, l'allemand, semble-t-il. Il fait partie des rares écrivains qui ont eu des compétences en allemand au XVIIe siècle. Les jésuites se chargeaient des mathématiques. Et quand il a pris ce préceptorat, le latin était déjà acquis. Mais il dut prodiguer ses leçons au petit prince Louis de Condé, Louis de Bourbon, que l'on venait de marier prématurément à une fille bâtarde de Louis XIV et de Madame de Montespan. Il n'avait qu'une idée, c'est honorer le mariage. Et elle aussi, mais elle n'était pas encore nubile, il fallait attendre. Donc, l'élève de la Bruyère avait la tête ailleurs. Bon. Et les leçons du maître, il en garda au moins la reconnaissance de la famille de Condé et ce petit logement dans l'hôtel des Condés à Versailles. Alors, l'homme qui apparaît est un homme sérieux, un peu mélancolique, prouvant sa dignité, mais une dignité un peu froissée. Il avait le goût de la solitude, un peu comme La Fontaine, solitude où je trouve une douceur secrète. La solitude, c'est le lieu où vous pouvez, tant bien que mal, déployer votre liberté, vous adonner à la réflexion, à la compassion envers les autres, et évidemment à la prière. Et dans la solitude, dans cette retraite consciente, le sage qu'il était peut trouver la juste distance pour observer les autres, pour en parler, pour les juger, pour composer son livre. Quand vous écrivez un tel livre sur les mœurs de vos contemporains, il y a une certaine distance envers les grands qui n'est pas la même qu'envers les prêtres, qui n'est pas la même entre les hommes et entre les femmes. À chaque fois, toute l'époque est passionnée d'optique et de perspective. Dans la solitude, vous calculez, vous réglez votre perspective et vous démêlez l'essentiel et l'accessoire. On a voulu faire de la Bruyère une espèce d'intellectuel, annonçant les intellectuels du XVIIIe siècle façon Voltaire Diderot, hyperactif, traitant de tout. Ce n'est pas le cas. Sa solitude est celle, pas d'un intellectuel, mais plutôt d'un contemplatif, qui lentement
il a produit longuement ce livre, lentement publie le résultat de ses méditations, avec un accent personnel. Alors bien sûr, le livre est admirablement écrit, il est varié à outrance, mais La Fontaine aussi, n'est-ce pas, ce classique, disait « diversité, c'est ma devise ». Alors vous avez des portraits, comme celui d'Iphis, vous avez des scénettes, il allait au théâtre. Il y avait du théâtre à Chantilly, à Versailles, ici ou là on pense à Molière, ou aux imitateurs de Molière, bien sûr. Vous avez des dialogues, dialogue de soi avec soi, dialogue à plusieurs voix, des discours, des parallèles, le parallèle entre Racine et Corneille, par exemple, entre Monsieur Tant Pis et Monsieur Tant Mieux, le pessimiste et l'optimiste. Vous avez, à la façon de Théophraste, des collections de traits. On entasse des observations, c'est le portrait du distrait Ménalque. Hein. Vous avez une collection de traits de distraction. C'est ce qu'avait fait Théophraste, le principal disciple d'Aristote, dans ses caractères à lui, que La Bruyère traduit au début de son propre livre. Vous avez des pastiches de romans. Il y a un roman d'amour en 2 pages, une nouvelle, si vous le voulez. Il y a du à la manière de Montaigne, du à la manière de Pascal, bien sûr. Toute la fin, sur les 2 infinis, grandeur, petitesse. Il y a des maximes, qui quelquefois valent celles de La Rochefoucauld. Il y a des jugements circonstanciés, plus ou moins longs, des exclamations. Il y a ceci que je trouve admirable et profond dans le chapitre du cœur, qu'il est difficile d'être content de quelqu'un. Bon, il ne dit pas rare, il dit difficile. Pourquoi est-ce difficile? Parce que nous ne sommes contents que de nous. Déjà. Bon. Donc, accepter d'être imbécile, le plus grand nombre, sont ou mécontents de tout le monde, comme Alceste dans le Misanthrope, ou, hélas, contents de tout le monde. Là, il s'agit, n'est-ce pas, d'être content de quelqu'un. Alors, pour être content de quelqu'un, il faut être humble, passer sur beaucoup de défauts de l'autre, grands et sans doute plus importants, les petits défauts. Il faut avoir apprivoisé cet autre, avoir réussi à le connaître. Et à la fin, si l'on est sage, on se résoudra à en être content. Qu'il est difficile d'être content de quelqu'un. Par derrière, il y a La Rochefoucauld sur le rôle exorbitant de l'amour-propre. Hein. Nous ne sommes contents que de nous. Nous n'aimons que nous. Et parfois, on jette quelques miettes à autrui. Bon. Voilà l'exemple d'une exclamation. Vous avez des insinuations. Vous aurez même un texte que La Bruyère a ouvert par la mention « fragment ». Cela commence par des points de suspension. Donc vous avez des textes achevés, des textes inachevés, de toutes sortes. Alors on vante son brillant. C'est vrai, n'est-ce pas, que le livre est merveilleusement varié, son invention est multiple, la typographie rend son livre très précieux avec ses blancs qui isolent un jugement, on s'y attarde, etc. Bon, je pense qu'il faudrait pas seulement se contenter de ces appréciations flatteuses sur la forme, mais s'attacher un peu au sens de ces jugements si bien avancés, si bien proposés. J'ai là un portrait que je trouve extraordinairement profond. Il n'a pas une ride, c'est actuel. C'est le portrait d'Irène. Irène, c'est un prénom d'impératrice byzantine, ce doit être une grande dame. Irène se transporte à grands frais en Épidore. Bon, Épidore en Grèce, Irène est un nom grec qui signifie la paix. Irène se transporte à grands frais en Épidore, voit Esculape dans son temple, dieu de la médecine qu'elle va consulter, fils naturel d'Apollon, et le consulte sur tous ses maux. D'abord, elle se plaint qu'elle est lasse et recrute fatigue. Et le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu'elle vient de faire. Donc le dieu est réaliste. Une malade aux abois se présente, c'est la faute du chemin. Elle dit qu'elle est le soir sans appétit. L'oracle lui ordonne de dîner, c'est-à-dire de déjeuner peu. Voilà
l'hygiène. Elle ajoute qu'elle est sujette à des insomnies. Et il lui prescrit de n'être au lit que pendant la nuit. Vous devinez, n'est-ce pas, qu'elle mène une vie plutôt paresseuse. Elle lui demande pourquoi elle devient pesante et quel remède. L'oracle répond qu'elle doit se lever avant midi et quelquefois se servir de ses jambes pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui est nuisible. L'oracle lui dit de boire de l'eau, qu'elle a des indigestions, et il ajoute qu'elle fasse diète. Ma vue s'affaiblit, dit Irène. Prenez des lunettes, dit Esculape. Je m'affaiblis moi-même, continue-t-elle, et je ne suis ni si forte, ni si saine que j'ai été. C'est, dit le dieu, que vous vieillissez. Mais quel moyen de guérir de cette langueur? Le plus court, Irène, c'est de mourir, comme ont fait votre mère et votre aïeul. Fils d'Apollon, s'écrie Irène, quel conseil me donnez-vous? Est-ce là toute cette science que les hommes publient et qui vous fait révérer de toute la terre? Que m'apprenez-vous de rare et de mystérieux? Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m'enseignez? Que n'annusiez-vous donc? Répond le dieu, sans venir me chercher de si loin et abréger vos jours par un long voyage. Donc vous avez le médecin judicieux, réaliste, excédé par les prétentions de la patiente. Bon, c'est ce que les médecins appellent une emmerdeuse. Hein? Bon, Irène, mais c'est une grande dame. Elle, nous devinons son manège. Elle s'adresse à ce qu'il y a de mieux dans le corps médical, au dieu de la médecine, pour lutter contre ce qu'elle prend pour une langueur, dont elle ne veut pas convenir qu'il s'agit tout simplement de la vieillesse. C'est une vieillesse qui, en raison d'une hygiène désastreuse, laisse présager une mort sans doute assez rapide. Donc vous avez le drame d'une conscience qui ne veut pas mesurer qu'elle est dans un corps mortel, la mauvaise foi peut-être de tout malade, sans doute, et en face, un médecin, patient d'abord, exaspéré ensuite, cynique à la fin. Bon, rapport entre un patient et un médecin. On est bien, n'est-ce pas, dans un texte qui n'a pas une ride, à mon avis. Interrogez vos amis médecins sur leur rapport avec des patients qui ne veulent pas convenir qu'ils sont mortels. Donc l'on rencontre chez La Bruyère plus d'une fois la profondeur. Je regarde l'heure, je ne veux pas abuser de vous. Il me reste du temps? Oui, parce que comme signe, vous voyez, de la profondeur de la réflexion de La Bruyère, ce n'est pas un grand philosophe. Malebranche est meilleur métaphysicien que lui. Pascal, dans les preuves qu'il fournit de la vérité de la religion chrétienne, est plus ardent que lui. Bon, il répète. Mais quant à nos mœurs et quant à nos caractères, c'est ce qui psychologiquement nous détermine, hein, socialement et psychologiquement. La Bruyère est très capable de profondeur. Alors j'ai voulu prendre un thème après un maître de philosophie de la Sorbonne, M. Gilbert Romeyer d'Herbé, qui donna, retraité maintenant, qui donna naguère un excellent article sur le temps. Le temps, le motif, le thème du temps chez La Bruyère. Ce critique, bien inspiré, a commencé par observer que dans les caractères du grec Théophraste, il y a tout un portrait qui porte sur la sorte d'homme qui est toujours à contre-temps. La Bruyère l'a titré du contre-temps. Cette ignorance du temps et de l'occasion est une manière d'aborder les gens ou d'agir avec eux toujours incommode et embarrassante. Alors, les Grecs avaient un concept, La Bruyère savait bien le grec, hein, le kairos. Il y a dans le temps un moment imprévisible, mais appréhendable. Il faut de l'intuition. C'est le moment opportun, le moment sur lequel il faut sauter, la bonne occasion. Momento opportuno. Bon. Bon. Et le personnage à contre-temps ne saisit jamais le kairos. Un importun est celui qui choisit le moment que son ami est accablé de ses propres affaires pour lui parler des siennes, qui va souper chez sa maîtresse le soir où elle a la fièvre,
qui, voyant que quelqu'un vient d'être condamné en justice à une lourde amende, vient s'adresser à lui pour le solliciter. Quelqu'un qui choisit le temps des noces où il est invité pour se déchaîner contre les femmes. Bon, c'est pas le jour. Bon, quelqu'un qui emmène promener des gens à peine arrivés d'un long voyage et qui n'aspire qu'à se reposer, etc. Donc vous avez une série de traits de contretemps. Passons de Théophraste à son disciple La Bruyère. On s'aperçoit que très souvent, il met l'accent sur des espèces de ratages de la part des hommes qu'il met en scène, comme si les hommes étaient condamnés à rater l'actuel. Le présent est très très souvent défaillant chez La Bruyère. Du reste, dès le début, la première de ses remarques, c'est « tout est dit et l'on vient trop tard ». Depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes qui pensent. Tout a été dit par l'Antiquité. Je viens trop tard. Je suis né trop tard. 7000 ans, trop tard. Bon. Le plus beau et le meilleur est enlevé. On ne peut plus faire que glaner après les anciens. Tout a été déjà dit et très bien dit. Malchance. Il va vous dire, par exemple, oui, attendez, je retrouve le numéro. Le génie et les grands talents manquent souvent, dans le chapitre sur le mérite personnel. Quelquefois aussi, les seules occasions. Quelqu'un se présente de très bien, aucune occasion pour briller. Et il meurt ignoré. Donc il a raté. Il n'a pas pu faire usage de son génie, de ses talents. Alors, ce genre d'observation, La Bruyère le prodigue, mais très très fréquemment, comme si la condition humaine était essentiellement de manquer de cette chance, vous voyez, de manquer ce moment opportun. Je prends un autre exemple. Oui. Oui, le mot est célèbre. Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Oui. Vous risquez de vivre sans jamais trouver une opportunité pour rire, tellement votre vie sera médiocre ou atroce. Donc hâtez-vous de rire, même sans grande raison, au moins vous aurez ri une fois, avant de mourir. Bon. Le moment, il a consacré tout un chapitre à la mode, en disant que bien sûr la mode, c'est essentiellement ce qui se démode. Iphis tout à l'heure avait le matin à la messe le soulier à la mode, mais à la fin de la messe le soulier n'est plus à la mode. Et il en est malade. Et il ne sait pas encore quel sera le soulier à la mode le soir. La mode change. Bon, quand vous insistez à ce point sur les effets de la mode, ou tous des modes où vous risquez de tout perdre parce que vous n'avez pas eu le mot, la mine, la parure qui convenait à cet endroit-là, ce jour-là, c'est que vous êtes hanté par un temps régulièrement décevant. Il a peint des collectionneurs, l'amateur de tulipes, l'amateur de médailles, l'amateur d'estampes, etc. Ces collectionneurs ont tous une faiblesse, il manque une médaille à leur collection. Ils n'ont pas une estampe et ils en sont très malheureux et meurent désespérés. Le collectionneur de tulipes, il se ruine en tulipes, mais il passera des tulipes aux œillets quand la mode sera aux œillets. Donc vous avez chez lui, chez La Bruyère, des êtres extraordinairement sensibles à des variations du temps et un temps presque immanquablement décevant. Il peint, La Bruyère, très très bien, le mécanisme, mais est-ce un mécanisme? Non. La vie du désir. Nous désirons toujours. Et l'objet que nous visons, immanquablement, nous déçoit. Hein? Nul ne sera jamais assez riche, nul ne sera jamais assez noble. Bon, il en va de même au plan sentimental. Ou bien là, nous regrettons. Mais c'est trop tard. La nostalgie ne sert absolument de rien. Donc vous avez frustré
devant un avenir qui se dérobe toujours et qui déçoit, frustrés par un passé qui nous échappe. Bon, ce sont des banalités, mais c'est ainsi que La Bruyère représente notre condition temporelle. Et il dit très bien que beaucoup de ces personnages oublient de vivre, c'est-à-dire ne réussissent pas à adhérer au seul temps qui est leur, à savoir leur présent. Tout cela, n'est-ce pas, procède en bonne partie de Pascal. Bon. Alors vous avez le tableau de celui qui a thésaurisé toute sa vie, qui s'est bâti un admirable château. On met la dernière tuile sur les toitures, il meurt. Il n'a pas vu son château achevé. Bon. Et vous avez beaucoup de personnages de cette sorte. Émir est une femme ravissante, mais un peu snob et précieuse. Et comme la fille chez La Fontaine, elle est conduite tous les prétendants. À la fin, elle se retrouve seule, et souffrant de n'être plus courtisée, elle devient folle. Trop tard. Il fallait, n'est-ce pas, saisir la chance au bon moment. La Bruyère vous dit très très bien que toute une vie, le manège de toute une vie, l'ambition, l'intérêt, les carrières, l'hypocrisie, etc., que tout cela risque d'être gâté par une gaffe infime. Et ça y est, les cartes, on ne peut plus les jouer. C'est fini. Plus personne ne vous croira. Votre fortune est compromise. Donc vous avez dans ce livre la peinture complexe, complète, profonde, d'un malheureux, l'homme, nous, incapable de vivre son temps. La Bruyère vous donne la recette. N'ayez ni ambition, ni intérêt. Essayez de maîtriser vos passions. Souciez-vous de l'essentiel, votre liberté, votre sagesse et votre salut tout au bout. Je ne vois pas que le livre ait beaucoup vieilli. Et là-dessus, je me tais. Comme on me le prie. Bon. Avant qu'il y ait des questions éventuelles, le professeur Magnard et Antoine Assaf vont dialoguer sur La Bruyère. Alors, vous avez évoqué les liens qui existèrent entre votre auteur chéri et Bossuet. Mais, Nicole. Les essais de morale de Nicole. La Bruyère les a lus, mais il n'est pas du côté de Port-Royal. Il faisait partie de ce qu'on appelle le petit concile. Bossuet, chez lui à Meaux, mais c'est loin Meaux, à Versailles, réunissait autour de lui, l'on se promenait dehors, un groupe de philosophes, de disciples. Il y avait Fénelon, l'abbé de Fénelon, il y avait l'abbé Claude Fleury, vocation tardive, théoricien de la prédication, théologien, il y avait le cartésien Cordemoy, il y avait La Bruyère. Bon, et tout ce petit monde faisait de la philosophie, de l'histoire de la philosophie. Il n'y a pas de jansénistes. Les essais de morale de Nicole, La Bruyère a tout lu, il ne faisait que cela. Je ne pense pas qu'il faille... Alors bien sûr, Nicole vous dit qu'il fait l'anatomie du cœur humain. Il y a une psychologie très profonde, La Bruyère de même. Mais c'est un lieu commun de l'époque, je pense. Il y a quand même une contemporanéité entre Nicole et La Bruyère. Lorsqu'on retrouve des essais de morale, et particulièrement les textes sur le portrait, par exemple, oui. On voit qu'il y a une contemporanéité. Mais, cher ami, ce que je voudrais, après avoir entendu cet exposé si clair, si brillant aussi et si fin, c'est dire l'émerveillement et aussi la nostalgie. L'émerveillement, nous avons eu dans notre grande histoire la période des moralistes, inaugurée d'une certaine manière par Montaigne et qui vient trouver son terme avec La Bruyère. Et alors, je dis mon émerveillement
devant cette connaissance de l'homme, mais aussi ma nostalgie. L'homme aurait donc vécu un siècle et demi. Après, il n'y en a plus. À l'ère des Lumières, vous avez des mécaniques. L'homme de désir. Les affreuses mécaniques inventées par la Métrie, par Dolbach, par Helvétius, et aussi par Diderot. Les horribles mécaniques qui viennent se substituer à l'homme. Il a perdu le cœur. Il a perdu l'esprit. Alors fallait-il que l'homme inventé par le XVIe siècle, par Montaigne, eut une si courte vie qu'il ne pouvait passer le seuil du XVIIIe. C'est la question, cher Alain, que je vous pose. Est-ce que on est véritablement à bout d'inspiration, à bout d'esprit, en mal de cœur, que l'on ne puisse plus parler de l'homme, et que l'homme se transmue en une misérable mécanique? Grande question. La mécanique, elle est chez La Bruyère. Attendez. La Bruyère dit bien que quand vous êtes embarqué dans un projet social, que vous voulez faire fortune, quand vous jouez le jeu de la cour, le jeu d'une carrière, à ce moment-là, il y a un rituel, une gestuelle, des mimiques qu'il vous faut adopter. Dès lors, la vie sociale est un jeu avec des règles. Et l'homme embarqué dans ce jeu se trouve mécanisé. Vous vous agitez à telle heure à Versailles. Il faut être à telle heure à Chantilly, revenir à Paris. Donc le temps de l'ambition ou de l'intérêt est un temps qui vous aliène, qui n'est pas en accord avec le seul temps dont vous disposez, celui du présent de votre liberté. Bon. Donc La Bruyère est très attentif à la mécanisation qu'il y a dans le jeu social. Bon, il dépeint les courtisans comme des montres, des horloges, hein, avec des plans de carrière. Très bien. La Bruyère n'est pas le dernier. Il a été imité par une soixantaine d'obscurs imitateurs, plagiaires, copistes, qui ont fait du sous La Bruyère. Et c'est une littérature, elle est pittoresque parce que les mœurs apparaissent à la fin du règne de Louis XIV et de la Régence, mais enfin, c'est loin d'être aussi profond que chez La Bruyère. Que s'est-il passé? Moi, je pense au triomphe littéraire des modernes. Les modernes étaient tous cartésiens ou néo-cartésiens, et tous persuadés que le fin du fin, c'est le bonheur de vivre au XVIIe siècle sous Louis XIV. Et qu'en deçà, il n'y a rien. Ils ont coupé. Ils ont opéré une coupure épistémologique, les modernes. Perrault, Charles Perrault, qui a ironisé sur le conte des anciens. Il avait fait du latin. Il s'est moqué de l'Antiquité dans le conte de Barbe Bleue. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? C'est d'un bout de l'Énéide. Anna Soror. C'est Didon qui demande Anna Soror. Et c'est Aîné qui s'en va. Le siècle de Louis... le siècle de Louis XIV, c'est de Voltaire. Le siècle de Louis le Grand de Perrault, vous n'avez que des personnages modernes à sa ressemblance. On n'a pas besoin d'aller voir chez les Latins et chez les Grecs. Et on n'a pas besoin d'aller voir aux origines de la vérité chrétienne, du côté de la patristique, puisque c'est ce que fait Port-Royal. Et ce que font les protestants. Contentons-nous de ce que l'Église enseigne aujourd'hui. Aujourd'hui, elle vaut mieux que naguère. Donc on coupe. Il y a un jeu de bonne société que l'on peut trouver tout au long de ce XVIIe siècle. Et il y a un jeu plus pervers qui est alors pure mécanique et qui tient, comme vous l'avez très bien dit, de ce cartésianisme dévoyé, où on prend au pied de la lettre l'homme-machine, Oui. et où précisément nos encyclopédistes seront tous des mécanistes qui développent ce cartésianisme dévoyé. Alors je distinguerai deux jeux. Et
je mettrais La Bruyère au titre du premier. Une sorte de jeu du monde, de jeu de bonne société, de jeu de cour aussi, dont l'initiateur est à mes yeux Balthazar Castiglione, dans la Florence du XVIe siècle, et dont le prolongement, quelque peu jésuite évidemment, est Balthazar Gracian, dans l'Espagne du XVIIe. Là, nous avons d'un homme de culture, de mémoire et de tradition. À ce jeu se substitue un jeu beaucoup plus pervers, très différent, tout mécanisé, celui qui aboutira aux encyclopédistes et au-delà, qui aboutira aux liaisons dangereuses par exemple, et à toute cette romance d'un cœur entièrement mécanisé qui n'a plus rien d'humain, tellement il a été cartésianisé. Alors, je pense que La Bruyère est tout à fait témoin de cette première conception du jeu. Tout à fait d'accord. Oui, cher Alain, avant de laisser la discussion, je voudrais un peu vous dire que c'est moi qui ai provoqué votre arrivée dans ce quartier. Oui, je vous en remercie, La Bruyère Antoine. a vécu rue des Augustins, où se trouve aujourd'hui, si vous allez pas loin de la Seine, le café s'appelle, à ma suggestion, j'ai dit au Chinois qu'il allait l'acheter, appelez-le Les Caractères. Il m'a dit pourquoi. J'ai dit, bah, celui qui a écrit ce livre a habité au-dessus. Il l'a appelé Les Caractères. Un jour, on ira créer une concurrence à notre patriarche, frère Thierry, pour faire là-bas, chez cet ami chinois, une autre. En effet, il a laissé cet immeuble à son neveu, et là, je vais justement résumer quelques paradoxes de ce personnage La Bruyère que vous enseignez et qui est en fait votre thèse principale de la Sorbonne. Mais comme Non, tout pas homme, faite, pas faite. pas faite, mais comme tout homme sérieux et modeste, vous avez un peu dévié. Vous avez soutenu votre thèse sur Cabanis par charité envers ce romancier. Vous avez laissé La Bruyère parce que la thèse est inachevée. Mais je vous rattrape à l'âge d'homme. On va publier le dossier H de La Bruyère grâce à Alain Lanavert. Mais le premier paradoxe qui m'inquiète chez La Bruyère est le suivant. C'est celui qui concerne finalement son rapport au grand. Parce que cet homme qui a si bien compris la grandeur, on a été un peu malgré lui et en esclave. Les Condés étaient des gens furieux et ce duc de Bourbon dont vous avez décrit le mariage, pire que Mahomet, parce que cette fille qui était une de Nantes, et Oui. vous connaissez bien la famille de Nantes, puisque votre fils n'a pas été loin de cette famille, et avait à peine 8-9 ans. Et il était entre ses cours et c'est justement cet égarement, bien sûr, un peu perturbé. Mais dans un de ces fragments, honoré, comme vous le savez, par le grand philosophe allemand, et c'est rare qu'un Allemand ne fasse pas l'apologie des Allemands, Nietzsche a critiqué les philosophes allemands. Il a dit « éloge des moralistes français et à mort le système allemand ». Le système allemand mène à un mécanisme, cette fois, cher Pierre Magnard, c'est le mécanisme des chars qui arrivent du nord de l'Allemagne pour envahir Paris. Combien de fois, Bismarck le sait, et nous le savons. Il y a un endroit quand même, à l'égard des grands, où il se porte vainqueur. Il va les vaincre puisqu'il a dit c'est en fréquentant la cour qu'on apprend à en être libre. Et on apprend à aimer cette solitude qui nous libère de la cour. Parce que le Condé était insultant à l'égard de tous ceux qui l'entouraient. Il avait même le don de faire des chansons, un peu le rap rapide et insultant, sauf à l'égard de La Bruyère dans cette rue de Réservoir qui devint plus tard, comme vous le savez, presque un lieu de prostitution sous Louis XV terrible. Ah bon. Et on a même décrit ces endroits. Et à mon avis, le paradoxe de la grandeur, chez lui, comme chez Massillon dans ses sermons, qui étaient les sermons oraux, et Massillon n'est pas loin, il se baigne chaque jour devant Saint-Sulpice dans les 4 points cardinaux. Dans cette grandeur, et on voit l'échec, il faut vaincre les grands par cette liberté d'âme. Le deuxième paradoxe que je vois qui est immense chez lui, c'est que finalement, en parlant des fragments, il a rejoint les plus grands philosophes grecs dont il ne nous reste que des fragments. Héraclite, Épictète, ce ne sont pas les philosophes de système, ni des trois critiques, ni des trilogies, ni etc., etc., etc. Et ça n'est pas étonnant que les deux philosophes que vous êtes, que ce soit Magnard ou Alain Lanavert, Magnard
s'est dispensé d'écrire sur des systèmes, il a écrit sa grande thèse sur Pascal, et vous-même vous êtes intéressé au fragment. Pourquoi le fragment? Et là je cherche une raison dans les caractères, et en fait j'ai fini par la trouver, parce que comme je vous l'ai dit il y a récemment, j'ai découvert un des manuscrits à la Bibliothèque nationale, en m'amusant, parfois je me jette les manuscrits pour oublier les modernes, je suis tombé sur un faux La Bruyère, mais très intéressant ce faux La Bruyère, parce que dans un de ces fragments, voilà ce que dit ce faux La Bruyère, en 1700. Il dit finalement il y a deux sortes d'esprits. Ceux qui se cultivent par académisme, les encyclopédies, enfin Diderot, le reste, qui apprennent par cœur, et qui avancent comme un océan. Et ceux qui finalement, au lieu de se disperser dans le savoir, se concentrent sur une révélation, une pensée, et tracent leur chemin comme un ruisseau qui nourrit tout au lieu de se disperser et qui ne crée pas de puits finalement, parce que c'est le puits qui est la source. Et en effet, le génie de La Bruyère est d'avoir compris, comme Salomon, dans les sagesses de la Bible, comme dans ce verset unique que laissera le Christ, il n'a pas laissé les 630 commandements du rabbin, un seul, aimez-vous les uns les autres, pour approfondir le réel, et que par là, la totalité se révèle. Et là, je termine par un de ces derniers fragments qui est extraordinaire quand même. Quand il parle des grands, et quand il parle de ce... Je parle... Peut-être je l'appellerai le paradoxe de l'écrivain qu'il était. Il affronte une académie. Il rate la première fois, Bossuet appuie, il rentre. Mais une fois qu'il est à l'intérieur, là, il devient l'écrivain le plus sévère qui soit sur ses contemporains. Parce que toutes les revues écrites, il les traite avec cette expression qu'il faut reprendre aujourd'hui à l'égard de pas mal de Goncourt, n'est-ce pas? Il disait, cette qualité-là d'écriture, elle est au-dessous de rien. Fontenelle était tellement furieux contre cette expression, et Thomas Corneille, le frère de Corneille, qui était tellement furieux contre La Bruyère, qu'ils vont reprendre en décrivant son discours à l'Académie comme étant au-dessous de rien. Et c'était l'expression de La Bruyère. Mais en fait, dans cette bataille où il a voulu défendre Racine contre Corneille, et vous avez le grand fragment, il a bien compris que finalement, Racine lui aussi, qui est mort, rue de Visconti, c'est mon ami qui possède la maison, il a sa chambre dans la mort, il est mort. Je lui ai dit, il faut quand même emmener le curé de Saint-Germain-des-Prés, trop mondain, pour venir bénir la chambre de Racine. Mais il viendra un jour, c'est que finalement, Racine, il approfondit l'essentiel du cœur romain contre un Corneille qui l'exalte dans la totalité de la victoire. Je vous remercie, Alain, de nous avoir fait vivre La Bruyère avant de laisser, et puis devant tout le monde, vous vous engagez que les presque 2000 pages qui sont déjà prêtes sur La Bruyère soient publiées dans ce quartier à l'âge d'homme, comme tant d'autres le font. Vous êtes engagés, et même avant votre mort, vous verrez 2 fois La Bruyère, ça veut dire 100 ans. Je vous lèguerai mes papiers, Antoine. Vous ferez le travail. On applaudit La Bruyère. À vous le débat. À vous, affronter la foule. Oui. S'il y a des questions, des contre-propositions, des doléances. Vous avez cité, Antoine, le mot terrible de La Bruyère contre le Mercure galant. C'était le périodique le plus huppé et le mieux répandu dans toute la France, dirigé par Thomas Corneille et Donneau de Visé, et c'est un périodique lu par les femmes et partisans des modernes. La Bruyère dit, le HG, Hermès Galant, le Mercure galant, est immédiatement au-dessous de rien. Bon. Imaginez quelqu'un aujourd'hui écrivant cela du Monde. Le Monde est immédiatement au-dessous de rien. Dans ce cas, il faut trouver un degré au-dessous de rien pour l'atteindre. Voilà. Il y a une verve polémique admirable. C'est magnifique. Question? Non, je ne vois pas de main levée. Ou des questions, ou des... Alors j'ai bien aimé ce que vous disiez de ces sortes-là d'écrivains qui... Mais beaucoup de poètes sont ainsi, hein, qui écrivent des formes brèves, un sonnet. Baudelaire a composé peu de longs poèmes. C'est quelqu'un qui trouve un thème, une musique, une image, et la creuse. Et ça nous donne des diamants. La Bruyère a une remarque, c'est une expression neuve. Il conseille aux écrivains, il leur conseille de jeter de la profondeur dans un sujet.
jeter de la profondeur. L'expression est très riche. Il n'y a pas des sujets profonds et des sujets superficiels. Tous les sujets se valent. Si vous êtes un grand écrivain, il faut jeter dedans de la profondeur. Ça veut dire les creuser, les explorer et les creuser. D'où notre lecture. Moi, je lis d'affilée le chapitre. J'y trouve une suite, une cohérence, des grâces, des disparates qui reviennent à des transitions, mais à chaque fois, puisqu'on passe d'un sujet à un autre, proche, à chaque fois, le lecteur, comme l'écrivain, est obligé d'approfondir, de démêler les sous-entendus, les allusions, et quelquefois de se demander ce que cela veut dire au juste, sans que ce soit aussi énigmatique que La Rochefoucauld, hein, qui s'amuse à déconcerter le lecteur par des paradoxes. Bon, il y en a chez La Bruyère, mais toutes les remarques ne sont pas de cette sorte. Et quelquefois, elles sont d'une profondeur. Dans son premier chapitre de critique littéraire, il est le seul à son époque qui ait osé dire que quant à l'art d'écrire des lettres, indiscutablement, les femmes sont supérieures. Elles savent mettre dans les lettres. D'où Madame de Sévigné. Mais il n'avait pas lu les Sans lettres de Madame de Sévigné, sans l'avoir lu. Donc il devait avoir accès à des correspondances à lui adressées par des femmes qui savaient écrire. Et pour lui, pas de doute. Comme la lettre est un genre, vous voyez, intime, hein, une bonne lettre, vous offrez votre personne à votre destinataire, et une bonne lettre, il faut lui faire entendre votre voix. C'est un art féminin, cet art de la présence, hein, de la finesse. C'est très étonnant, de la part d'un célibataire, lié à Boileau, qui était assez misogyne. Boileau. Pire même, et pire. Pas de question. S'il n'y a pas de question, tout de suite je relève le paradoxe de l'amour de La Bruyère. Il y a un fragment qui révèle toute sa vie amoureuse. C'est quand il dit que l'amour le plus subite, c'est celui qui est le plus long à être guéri. Oui. Et je crois que ce coup de foudre qu'il a eu, et il faut le comparer, contrairement, je reviens manière à Abélard, qui a abusé de la malheureuse Héloïse, élève, qui lui a fait un enfant, s'en est marié en secret, mais qui a mérité d'être charité par les chanoines de l'époque. Aujourd'hui, aucun chanoine de Notre-Dame ne sortira pour une punition pareille. Ils les vivront en vice. Mais quand même, il aurait pu abuser de cet élève, et il ne l'a pas fait. Un peu comme Spinoza, qui a eu cet élève en latin, et qui a préféré sacrifier, parce qu'un jeune esprit, surtout quand les femmes à l'époque, il y en avait très peu qui faisaient du grec au latin, Oui. n'est-ce pas? Aujourd'hui, Belkacem veut nous ramener à cet état d'esprit. Plus de grec, plus de latin. Preuve en est, elle vit actuellement, notre ministre, le paradoxe de l'amour. Elle est amoureuse du Premier ministre. Grand bien lui fasse. Sans grec et sans latin. Il y a quand même une ou deux questions qui, non, même par rapport à l'actualité, ne lâchons pas. Est-ce qu'il est Clémentine. misogyne alors? Non. 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 À aucun endroit. Mais on devine une histoire d'amour. L'on n'aime bien qu'une seule fois, c'est la première. Les amours qui suivent sont moins involontaires. Donc la première est... Je suis assez d'accord avec lui. Et ensuite, il s'est observé avec le temps. Cesser d'aimer, preuve sensible que l'homme est borné et que le cœur a ses limites. Ces faiblesses que d'aimer, c'est souvent une autre faiblesse que de guérir. Magnifique. On guérit comme on se console, on n'a pas dans le cœur de quoi toujours pleurer et toujours aimer. Donc il y a en nous de la finitude. Il a aimé une seule fois, c'était la bonne, il a souffert et il a dû se consoler, et il en souffre aussi. Ça. Si l'amour est un absolu, et il enchaîne, il devrait y avoir dans le cœur des sources inépuisables de douleur pour de certaines pertes. Or, notre tristesse se tarit. Nous oublions ceux que nous avons tant aimés, dont nous avons tant pleuré la mort. Nous leur manquons. On est si faible ou si léger que l'on se console.
C'est pas rien, cette Il y a constatation. des aveux d'une très grande profondeur. Très grande profondeur. Et oui. Et à ne pas oublier, cher Pierre Magnard, s'il en revient au mécanicien qui était René Descartes, où il avoue à la fin de sa vie qu'il a été amoureux, mais en fait il s'est rendu compte qu'il l'aimait à cause de son regard, mais qu'il a vérifié en fait qu'elle était louche. Et il a cessé de l'aimer parce que ce regard ne provenait pas d'un acte libre, mais c'est parce qu'elle était louche et qu'il aimait sa difformité. Donc il n'était pas amoureux. Voilà, voilà de beaucoup qui règlent le problème. D'autres questions? Allez vers l'actualité, n'ayez pas peur. Alain est assez engagé pour ne pas se présenter aux élections. Il nous manque un La Bruyère. Moi, je peux me présenter, oui. En politique, les considérations politiques de La Bruyère sont tout à fait intéressantes. Et il est un homme de son temps, pas un homme du XVIIIe siècle. Il dit, n'est-ce pas, que les hommes sont naturellement inégaux. Et qu'il faut agir selon les hasards de notre naissance et nos mérites, avec cette inégalité. Donc révérer les grands, obéir au roi, ne pas terroriser nos inférieurs, etc. Si l'inégalité entre les hommes devient exorbitante, à ce moment-là, elle n'est plus naturelle. Donc la société se dérègle. S'il y a trop de pauvres, très pauvres, et trop de riches, scandaleusement riches, à ce moment-là, la société mérite d'être réformée, critiquée et réformée. Mais quand même, il a choisi le silence, puisqu'il a dit l'activisme mène au bavardage, et qu'on ne me reproche pas de m'asseoir chez moi, un peu comme Pascal, et de lire, de méditer. Et il a choisi quelque chose quand même, stratégiquement, lui qui a enseigné à côté du père Dallon et Rosel, deux jésuites qui ont enseigné. Il est terrible, c'est terrible d'enseigner à côté de jésuites, ou comme moi, d'en être un ancien élève. Mais il a quand même... C'est pas terrible, c'est affreux. Dans les caractères, il a pris une position extrêmement jésuite. Il a dit... Trois positions possibles. Ou bien flatter les grands de leur vivant, là on est sûr d'être un flatteur. Ou bien dire du mal d'eux, de son vivant, et là on est sûr d'être exécuté. Donc la seule chose c'est de ne rien dire. Et si l'on dit après la mort qu'ils sont bons ou mauvais, c'est trop tard pour en cueillir le fruit ou pour être puni. C'est quand même incroyable comme démission de la politique, il n'y a pas mieux aujourd'hui. Ah, question. Ce n'est pas une question politique d'actualité, au contraire, c'est un retour vers le XIIIe siècle. Je viens de terminer l'étude sur Mevlana, l'homme pour qui, en honneur de qui on a créé les derviches tourneurs. Et en étudiant Mevlana, j'ai découvert un arabe qui a un nom pas possible, qui ne voit pas Hadar, et puis encore 4 noms derrière, et qui a écrit la conférence des oiseaux. Chaque oiseau comporte un de nos caractères avec ses grands traits et ses défauts. Est-ce que La Bruyère peut avoir, on peut citer Théophraste, bien sûr, oui. Mais est-ce qu'il peut avoir été aussi influencé par ces... J'ai lu ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le, c'est extraordinaire, on rentre dedans et on va jusqu'à la fin. Et ça m'a, c'est exactement, quand j'ai lu la conférence des oiseaux, immédiatement, je vous disais tout à l'heure, j'ai repensé directement au caractère de La Bruyère. C'est exactement ça, tout à fait autrement. Oui, à son époque, vous avez des moralistes ou des psychologues et physiologistes, et notamment la chose était pratiquée dans les ateliers de peinture. Les divers caractères de l'humanité ont à voir avec divers types animaux. Vous avez l'homme lion, l'homme loup, l'homme porc, etc. Bon, et il nous reste des dessins de Lebrun représentant comment à partir d'un visage animal on parvient à un visage humain évidemment marqué par ce trait psychologique. Il a plusieurs fois ces comparaisons viennent chez lui entre l'homme et l'animal. Je crois que c'était un lieu commun de la pensée morale du XVIe siècle. Peut-être avec à l'origine des textes arabes. Son cher Théophraste avait composé, mais les traités sont perdus. Toute une série d'ouvrages, La Bruyère les mentionne, une histoire des plantes. Théophraste a écrit des vents, du feu, des signes du beau temps, des odeurs, de la sueur, du relâchement des nerfs, des poissons qui vivent hors de l'eau, un traité, des animaux qui changent de couleur,
des animaux qui naissent subitement, des animaux sujets à l'envie. Ce ne sont plus que des titres. On a l'impression d'un livre de Borges. Vous savez. Classification étonnante. Histoire des plantes, qui nous est en partie conservée, et puis les caractères. C'est un ouvrage de morale. L'homme et l'animal ont à voir, hein, sûrement. Et de là, les hommes oiseaux. Il y a un collectionneur d'oiseaux, de serins, de perruches, de canaris, qui est tellement passionné par sa collection d'oiseaux qu'il en rêve, il se rêve oiseau. Il rêve qu'il couve et qu'il pond. Sur le plan moderne, on se sert d'ailleurs de l'homme qui est amoureux des oiseaux pour en faire un peu une attaque un peu sur la société d'aujourd'hui. Ça cause pas mal des mails. Sur la conférence des oiseaux et la bruyère, en fait, quand on lit la conférence des oiseaux, qui est en fait l'histoire de la pupe qui va vers l'est avec pour chercher le roi oiseau Smigol. En fait, tout au long du chemin, il passe par énormément de pays différents. Il rencontre Socrate, il rencontre Confucius, il rencontre énormément de personnes. Il y a des lettres d'amour, il y a Attar, en fait, en persan, ça veut dire le parfumeur, celui qui émane en fait. Et quand on lit la bruyère, effectivement, du début jusqu'à la fin, on passe par un voyage psychologique. Du début jusqu'à la fin, on va vers les hauteurs, on redescend, on remonte. Et pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de points communs qui est en fait, en tout cas dans Attar, l'absolution soufie vers l'inhalation dans Dieu, en fait, qui est peut-être un commun avec ça. Il faut ajouter à ces références de la conférence des oiseaux les deux plus anciennes, celle du 4e calife, qui est le plus lettré de tous, Ali ibn Abi Talib, qui s'appelle L'art de la rhétorique. Il l'a écrit lui-même, il n'a pas dit qu'il était lettré, que tout descend du ciel. C'est un chef-d'œuvre, parce qu'il y a des proverbes d'une grande profondeur. Et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui il y a tant de divisions entre eux, parce que c'est le plus grand écrivain. Certains croient que beaucoup de versets sont de ses mains. Et puis Kalila et Domna, les grands justement, qui font dialoguer les animaux et qui sont beaucoup plus anciens, etc. Mais le génie classique de la France, de Louis XIV, c'est d'avoir rendu cette langue superbe qu'aujourd'hui on veut assassiner, n'est-ce pas, Joël Banquet, la francophonie, en nous imposant ce que même Ali n'a pas imposé, l'islam obligatoire, le christianisme facultatif. C'est-à-dire la langue française elle-même, que Louis XIV a voulu imposer par ses victoires, parce qu'il l'imposait à chaque victoire, n'est-ce pas, comme étant la langue. Ça, il faut revenir à partir de ces conférences des oiseaux à ce génie aussi oriental. Oui. Une dernière question. Quels seraient les successeurs de la bruyère, par exemple, son rapport à Chamfort ou à des personnes plus d'argent? C'est un peu plus cynique quand même. Parce qu'il y a ça dans... Les immédiats imitateurs de la bruyère, qui n'ont pas laissé de nom, il y a Brion, il y a Banage de Beauval, il y a l'abbé Bordelon, Morvan de Bellegarde, enfin, il y a eu énormément d'imitateurs. Ce n'est pas inintéressant, mais ils n'ont pas son talent. Il faut attendre Vauvenargues. Alors les accents sont très différents, c'est un stoïcisme mélancolique, un Vauvenargues, grabataire, un mutilé de guerre, impuissant, qui fait, écrit de très belles phrases, mais tristes, avec un stoïcisme innovant. Tout est grand. Dans une grande âme, tout est grand. Oui. Chamfort, c'est du journalisme. Rivarol aussi. Profond, agressif, brillant. Vous retrouverez quelque chose, mais alors d'amolli, du ton de la bruyère chez Joubert, cet ami de Chateaubriand qui souffrait de procrastination, qui remettait toujours au lendemain le soin de faire ce qu'il pouvait faire aujourd'hui, qui a promis un livre et il ne l'a jamais fait. Ce sera comme mon livre sur la bruyère. Et à sa mort, Madame Joubert, c'est Madame de Chateaubriand et son mari ont tiré de ces phrases éparses un beau livre, plein de finesse, mais c'est de la finesse pour la finesse. Joubert
raffiner sur le cœur, sur le tendre, et puis se complaît à dire que rien n'est possible, qu'il n'a pas la puissance d'aller jusqu'au bout de son livre, de ses amours, de ses envies, de sa grandeur. Donc c'est une œuvre un peu décevante, élégante et un peu creuse. Et Joubert en entier, c'est un peu bavard. Il a mis toute sa vie à ne pas réussir son livre. Voilà. Donc c'est un peu un modèle d'écrivain. C'est bien écrit. Ah, c'est bien écrit. Eh oui, ça oui. Mais c'est un peu... Mais c'est un peu gris. La Bruyère n'est pas gris, cher monsieur Joubert. Après tout, le mot de saint Thomas, il ne faut jamais l'oublier, méfiez-vous de l'homme d'un livre. Don Quixote, il a été scribe poète, mais on n'a que le Don Quichotte de Cervantes. De Cervantes, on n'a que le Don Quichotte qui est connu. Oui, mais il y a Qui a lu ses poèmes, ses commandes, et il a marqué tous les romans européens. Oui, les nouvelles exemplaires, c'est très bien. Deux autres romans tout aussi gigantesques et qui ont été très diffusés, mais il y a deux autres romans de Oui. Cervantes. Non, la Diana, c'est de Montemayor. Il y a un poème pastoral aussi de Cervantes. Ah oui, mais ça, c'est l'érudition. Mais les gens ne connaissent que ça de lui. Je vous conseille, Antoine, les nouvelles exemplaires. Je le conseille où vous avez une nouvelle, un bachelier, alors, il est courtisé par la femme chez qui il loge, qui veut le violer, il se débat, et dans l'échauffourée, il reçoit un coup sur la tête et devient fou. Donc, elle ne le viole pas, elle est très déçue, et lui, il a perdu la raison. Et sa folie consiste à s'imaginer qu'il est en verre. La nouvelle s'appelle Le Bachelier de verre. Donc il a peur tout le temps de se casser. Et il réclame d'être entouré de paillons. En charrette, si on le transporte en charrette, il va se casser. Et c'est pas commode de vivre quand on se prend pour un objet de verre. Et à la fin, les gamins apprennent qu'il a cette maladie-là, lui lancent des pierres, et il dit je suis en miettes, on m'a cassé. Et la raison lui revient. C'est une très jolie nouvelle de Cervantes, Le Bachelier de verre. Non, il a fait d'autres choses. La Bruyère, c'est un seul livre. Un seul beau livre. Eh bien, merci pour votre attention. Merci.